Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Eh ben voilà, il l'a dit beaucoup mieux que moi en plus, donc c'est beaucoup plus sympa. Dis donc Anthony, mon réalisateur, t'es réactif ce matin, t'as mangé du lion ou pas? Ah non, c'est parce que je suis content de vous voir. Ah, on t'a manqué, hein, Jean-Marie Bordry, allez, il va être content. Bonjour l'ami Jean-Luc. Comme il est mignon. Bonjour Dame Laurence, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Une émission chargée aujourd'hui. Ouais, chargée. Un peu comme votre langue ce matin. Ah, pas du tout. Non. Trop J'ai d'apéro juste hier soir. Non. Ah, bon. Alors vous savez, moi je suis plutôt vin, vous le connaissez, donc à d'accord. l'apéro c'est juste un petit verre. J'ai goûté un chinon blanc qui était magnifique. Voilà, mais juste un verre, voilà. On va déjà accueillir, Anthony, vous l'avez entendu à la réalisation, on a Néhémie qui vous accueille au standard, et quand tu dis qu'on a un programme chargé, et on va commencer tout de suite par attaquer Stellantis. On y va comme ça. Donc. Oui, on va parler des fameux airbags Takata, puisque l'association UFC Que Choisir, association de consommateurs, a déposé une plainte cette semaine contre Stellantis. Donc on va voir les tenants et les aboutissants de cette plainte, et qu'est-ce qu'on peut espérer justement de cette plainte, parce que des fautes, il y en a pratiquement à tous les niveaux. Oh là là là. C'est juste un... Là, quand on parle de scandale, le mot est vraiment adapté. Et on va en parler d'ailleurs avec UFC Que Choisir qui dépose plainte. Hein. Oui, ça y est, ça a été fait cette semaine. On parlera de quelque chose de plus réjouissant. Back to Car qui lance une nouvelle formule. Vous allez pouvoir acheter une batterie d'occasion, alors soit complètement remanufacturée, c'est-à-dire révisée, avec les pièces remplacées, etc., pour jusqu'à 50% de moins qu'une batterie neuve. Donc c'est pour les voitures électriques, les hybrides rechargeables et les hybrides. Donc plutôt que de jeter par exemple votre vieux Lexus qui a 20 ans à la poubelle parce que la batterie est foutue, mais vous pourrez la remplacer pour pas trop cher. Tu vas pas faire ça. Quelle auto choisir, évidemment, ça, des questions auditeurs. Et puis quelle auto essayer par l'ami Jean-Luc? Alors moi j'aime beaucoup. Une chemise américaine parce qu'on va essayer le Ford Explorer. Ouais, je sais pas si c'est de bon acabit aujourd'hui. Non, mais je devrais plutôt prendre un accent allemand parce qu'il est fabriqué en Allemagne, puisque c'est une passe Volkswagen qui est utilisée. Voilà. Et puis on va parler actualité avec Maître Jo Saume. Ce sera la fin d'émission. Qui va mieux? Il est guéri. Ouais, il va mieux. On parlera des ZTL. Qu'est-ce que c'est que la ZTL? Alors pour l'instant, ça concerne zone à trafic limité. Ça concerne Paris, mais ça va concerner d'autres villes de France. Donc on vous demandera d'être très attentif à ce qu'on va dire. Et puis pour finir sur une note optimiste, je vous pour parlerai... finir, non, pour continuer. Oui, comme on parle de Paris, je vais vous parler des rats. Voilà. Puisque rats, Paris, ça va ensemble. Excusez-moi, les surmulots à Paris, s'il vous plaît, qui sont très nombreux. Et on apprend grâce à une étude américaine que les surmulots adorent conduire et que ça les rend plus intelligents. Donc, est-ce que Paris tente de priver les rats d'un plaisir en chassant l'automobile? C'est peut-être ça la vraie raison. La marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'aluminium puis surtout... C'est une étude très très sérieuse. Oui, non, mais je vous crois, je l'ai lu en même temps que vous. Juste une dernière chose quand même, un invité exceptionnel de marque qui va nous rejoindre, quelqu'un qu'on aime beaucoup. On parlera des 60 ans. Alors, pas de François Alain, mais de la Peugeot. Surtout qu'il les a 204. pas encore, vous êtes gonflés. Non, j'allais dire, il en a beaucoup plus, puisqu'il était au lancement de la... C'est vous qui les avez, vous. Non, François Alain la 204 qui fête ses 60 ans, et François est sans doute l'historien le plus compétent en la matière. Ouais, il sera avec nous en studio. Et ben vous l'avez compris. La fin de l'émission, elle va être animée. Hein. Non, parce qu'elle n'est pas du tout là. Si, elle l'est tout le temps, mais elle va vraiment être animée. Allez, vous l'avez compris, on va encore passer 2 heures ensemble avec passion, avec bonheur. Vous nous rejoignez sur la page Facebook de Sud Radio, puisque vous pouvez réagir tout de suite, vous pouvez être avec nous, nous dire bonjour, ce que vous commencez à faire. 0826 300 300, c'est pour nous appeler, pour donner votre réaction, pour poser une question, et c'est Néhémie qui vous accueille. Et puis sinon, vous nous écrivez, je participe @sudradio.fr, et vous mettez bien On parle auto dans l'objet de votre mail avec toutes vos coordonnées. Allez, c'est parti, puis ça va démarrer fort sur les airbags. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. UFC Que Choisir qui dépose plainte contre Stellantis sur l'affaire des airbags Takata. Bonjour Margali Butard. Bonjour. Bonjour. Responsable du service juridique de UFC Que Choisir. On va vous souhaiter une bonne année, même si on a c'est encore dans le des temps. circonstances un peu Meilleurs étranges. vœux à vous aussi. Voilà. Alors l'histoire des airbags Takata, on la traîne déjà depuis un petit moment, puisque ça a commencé en fait en 2013. C'est là qu'on s'est rendu compte que les airbags de ce fabricant japonais, de ce sous-traitant japonais, étaient défectueux. Alors tiens, je fais une petite parenthèse.
pour expliquer comment fonctionne rapidement un airbag. Je vous prends pas trop de temps. Un airbag, en fait, il faut qu'il se gonfle en quelques millièmes de seconde. Suite à un choc. Voilà. Quand vous avez, pour déclencher l'airbag, en fait, il y a un système pyrotechnique à l'intérieur. Donc, c'est ni plus ni moins qu'une explosion, un airbag. C'est une explosion contrôlée. D'ailleurs, au moment où vous allez taper dans l'airbag, il a déjà commencé à se dégonfler. Donc, au moment du choc, l'airbag se gonfle très vite, et pour se gonfler très vite, je vous ai dit, il y a un système pyrotechnique, et Takata avait trouvé un système qui était moins onéreux que les autres. C'est pour ça que beaucoup de petites voitures ont utilisé ces airbags Takata, un airbag qui utilisait du, je ne sais pas si nitrate d'ammonium, ça vous parle, nitrate d'ammonium, l'explosion d'AZF, c'est ça. Normalement, c'est un engrais, mais ça sert aussi pour les explosifs. Donc, ils avaient trouvé cette solution avec du nitrate d'ammonium moins onéreuse, sauf que le nitrate d'ammonium, c'est absolument instable. Et quand il y a de la chaleur, c'est ça qui provoque les explosions d'airbag dans les pays qui sont chauds. Voilà, ça c'est pour la partie technique de la chose. Maintenant qu'on a expliqué pourquoi la problématique Takata, pourquoi les airbags Takata explosaient, on va essayer de replanter le décor. Il y a eu en France, Magali, il y a eu combien d'accidents et combien de morts liés à ces airbags défectueux ? Alors, en France, à date, il a été recensé énormément d'accidents avec beaucoup de blessés, mais malheureusement, le bilan est assez lourd puisqu'on est à 15 décès, donc 14 en Outre-mer. Bon, il n'y a pas que Stellantis qui équipait ses voitures des airbags Takata, on va le préciser d'ailleurs. Oui, mais il y en a qui ont réagi plus tôt. Toyota, par exemple, a été le premier. À l'époque, je me souviens, ça a fait les gros titres de la presse en disant Toyota rappelle 1 million de véhicules aux États-Unis pour des airbags défectueux. On était en quelle année, tu te souviens ? Ça a commencé en 2013. Ouais, c'est ça. 2013, les airbags ont commencé à être rappelés. Ça a été rappelé un peu par tous les constructeurs. Et il semble que Stellantis est celui qui est le plus tardé à faire des rappels. Effectivement, en fait, la quasi-totalité des constructeurs se sont fournis auprès de cet équipementier japonais. Il y a beaucoup de constructeurs qui ont procédé à des rappels dès 2013. Honda, par exemple, dès 2013 a procédé à des rappels, et surtout dès 2015, puisqu'en fait, à partir de 2015, le scandale a déjà éclaté. Excusez-moi du terme, mais voilà, aux États-Unis. Et dès mai 2015, il y a une conférence de presse de la NHTSA, donc qui est l'agence de la sécurité routière américaine, qui dévoile un certain nombre de choses, qui annonce un rappel de masse aux États-Unis, qui va concerner quand même 34 millions de véhicules aux USA, ce qui va constituer la campagne de rappel automobile la plus importante et la plus complexe que les États-Unis n'aient jamais connue, et qui va là aussi porter le bilan, ça va être un bilan assez lourd puisqu'on va être à 27 morts et à plus de 400 blessés. Et en mai 2015, donc, on a aussi Takata qui finalement reconnaît quand même qu'effectivement il y a une défectuosité de ces airbags. Ils sont gentils. Différents éléments d'enquête qui sont révélés. Donc là, il y a des constructeurs qui effectivement, sur la base de ces éléments, rappellent, notamment Toyota. Et Stellantis, écoutez, alors c'est pas encore Stellantis, parce que Stellantis a été créé en 2021. À l'époque, c'est PSA. Donc pour on est nous, sur PSA et Fiat Chrysler. Il n'y a pas de rappel à ce moment-là. On a une commercialisation qui va se poursuivre jusqu'en 2019 pour les véhicules Citroën. C'est complètement dingue. Donc on sait en fait que les airbags sont défectueux puisque le fabricant a reconnu lui-même que les airbags étaient défectueux. D'ailleurs, il dépose le bilan en 2017 à cause de ça. Et malgré ça, PSA continue à équiper ses véhicules avec ces airbags défectueux. C'est complètement dingue. Et la première campagne de rappel publique avec des notices de rappel va être effectuée en 2020 uniquement sur les territoires ultramarins. Et la notice de rappel ne mentionne absolument pas le risque mortel. Mais est-ce qu'on sait pourquoi, Magali Bucard, est-ce qu'on sait pourquoi ils n'ont pas réagi avant ça? Tant qu'il n'y a pas eu d'accident, ils se sont dit ça passe, on dit rien, on se planque et... Alors en France, les premiers cas de blessures remontent à 2018. En Outre-mer, puisque c'est effectivement là que les premières... à cause de la chaleur. Ouais, chaleur, humidité, voilà. Exactement. On a le premier appel qui touche l'Outre-mer, mais qui ne mentionne pas ce risque mortel. Et on a un premier décès en 2019, également en Outre-mer.
Alors, est-ce que c'est ça qui va effectivement conduire à l'arrêt de la commercialisation? Je ne sais pas. Mais j'ai malheureusement pas la réponse à cette question. Et c'est effectivement une question à laquelle il va falloir qu'ils répondent. Et c'est notamment pour ça qu'on dépose une plainte et que parallèlement, on demande la création d'une commission d'enquête parlementaire. Je précise juste une chose, c'est que l'entreprise Takata, donc ce fournisseur japonais, donc il était spécialisé dans les systèmes de sécurité. Il faisait des parachutes au départ. Et vous l'avez rappelé, effectivement, ils ont, dans les années 2000, ils se distinguent en fait par le fait de proposer un airbag nouvelle génération. Cet airbag, en fait, avec le nitrate d'ammonium qui va remplacer l'azote, il est défectueux dès les premiers tests dans leur labo. C'est-à-dire que dès les premiers tests faits en laboratoire chez Takata, il y a des ingénieurs qui vont alerter leur direction pour dire attention, il y a des explosions anormales. On le voit. Alors, il y a eu l'explosion d'AZF, il y a eu l'explosion au Liban. À chaque fois, c'est du nitrate d'ammonium. On sait que le nitrate d'ammonium à gérer, c'est impossible, c'est très instable. Au-delà de ça, c'est très dur à stabiliser. Au-delà de ça, vous dites, Magali Buttard, vous qui êtes responsable du service juridique de l'UFC Que Choisir, que lors des essais, même les ingénieurs de Takata disent stop, c'est dangereux, et ils continuent. Je veux dire, on marche sur la tête. Oui, bon, alors après, ce qu'il faut dire, c'est que les constructeurs ont pris leurs responsabilités. Non, mais ils ont opéré des rappels. Le problème, là, il concerne, on est d'accord, c'est contre Citroën principalement que vous avez déposé plainte. C'est Stellantis, notre plainte vise notamment les Citroën et à travers Citroën le groupe Stellantis. C'est des fameux C3 beaucoup, et des S3 après. Qu'est-ce que vous espérez de cette plainte ? Alors nous on espère vraiment un changement de braquet désormais de la part des autorités judiciaires et des pouvoirs publics, puisque je ne vais pas vous le cacher, on a attendu de voir si au niveau des autorités publiques il allait se passer quelque chose et si le sujet allait être pris à bras le corps. Bon, manifestement rien n'a bougé, en tout cas rien n'a été annoncé de façon publique. Donc il y a eu ces campagnes de rappel qui étaient effectivement indispensables. Se pose la question de savoir si effectivement elles ont été faites suffisamment tôt et sur des critères, sur les bons critères, puisque je rappelle que les premières campagnes ne se font pas avec immobilisation du véhicule et ne mentionnent même pas le risque mortel, le risque mortel lié à l'explosion potentielle de ces airbags. Donc nous, on veut que toute la lumière soit faite désormais sur cette affaire. Vous avez vu que cette semaine, parallèlement, alors je ne sais pas si c'est lié à votre dépôt de plainte ou pas, mais Citroën a annoncé qu'il y aurait une deuxième campagne de rappel, cette fois pour les véhicules qui sont plus dans le nord de l'Europe, donc qui a priori sont moins concernés par la chaleur et par l'humidité, donc avec moins de risques. Il y aurait 869 000 rappels. La campagne de rappel va débuter, donc les gens qui nous écoutent, qui ont principalement une Citroën, mais pas que, vont recevoir une lettre commandée pour aller chez leur concessionnaire remplacer les airbags. À vous poser, à vous, maître Jean-Luc Moreau. On sait que le marché de l'occasion, excusez-moi, on revient sur le sujet Magali Buttard dans quelques instants. Mais même si vous avez une voiture d'occasion. On est sur le marché de l'occasion qui est énorme et qui se vend et qui se revend. Donc aujourd'hui, si on est intéressé par une C3 ou une DS3 de ces années-là, on n'y va pas, quoi. Si, parce que normalement, soit elles n'ont pas été rappelées encore. Non, mais soit le remplacement a été fait, soit il va être fait. Donc il ne faut pas d'inquiétude à ce niveau-là, ça y est. Stellantis, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu un changement à la direction de Stellantis qui est assez notable. Oui, bien sûr. Carlos Tavares est parti. La politique de l'autruche qui concernait à se mettre la tête dans le sable et à dire les problèmes d'airbag, les problèmes de PureTech, tout ça, on fait le dos rond et on laisse passer, c'est terminé. Donc ils prennent leurs responsabilités, donc les véhicules vont être appelés. Donc je pense que de ce côté-là, le travail va être fait. Maintenant, reste la question, et là je vous la pose Magali, l'indemnisation des gens à qui on a dit vous ne prenez pas votre voiture tant que l'airbag n'est pas remplacé et qui se sont retrouvés à pied ou être obligés de louer une voiture puisque les voitures de remplacement étaient très peu fournies en fait par le constructeur. Tout à fait. Mais c'est le premier sujet sur lequel nous on s'est mobilisés, puisqu'effectivement quand il y a eu cette campagne de rappel massif en mai 2024 pour les C3 et les S3 avec une mesure de stop drive, donc mesure qui enjoint le consommateur de ne plus utiliser son véhicule, on avait mis en demeure Stellantis d'apporter des solutions concrètes de remplacement pour les consommateurs qui se trouvaient sans moyen de déplacement.
puisqu'effectivement cette campagne elle est lancée de façon totalement désorganisée, sans qu'il y ait eu la moindre anticipation par rapport à la conduite, on va dire logistique de cette campagne, puisque les délais de réparation nous font dire que manifestement les capacités de production d'airbags étaient insuffisantes et que les concessions n'avaient absolument pas la capacité d'absorber cette vague de réparation dans leurs ateliers. Donc tout ça a été fait de façon totalement chaotique et on avait demandé à Stellantis effectivement d'accélérer la campagne de réparation et surtout de mettre à disposition des véhicules. Donc il y a eu un léger mieux, mais reste la question essentielle aujourd'hui qui est celle de l'indemnisation. Puisque comment vont être indemnisés tous ces consommateurs qui n'ont pas pu utiliser leur véhicule pendant des mois, outre l'inquiétude que ça a généré chez eux d'avoir su qu'ils avaient pu conduire depuis X mois ou X années avec le risque potentiel, exactement. Une bombe à retardement dans le volant. Donc le premier type d'indemnisation auquel ces propriétaires pourraient prétendre, c'est à mon sens une indemnisation journalière équivalente, si vous voulez, au prix d'une location de voiture de même catégorie, puisque quand vous êtes par exemple victime d'un accident hauteur d'un tiers et que vous êtes contrainte donc de louer un véhicule de remplacement puisque le vôtre est en réparation immobilisée, c'est typiquement ce type d'indemnisation, type d'indemnité que vous pouvez demander et qui est parfois pris en charge par votre assurance. Magali, on va devoir, excusez-moi, accélérer parce que là on arrive sur les dernières secondes. On sait que la justice française ne va pas très très vite. Vous espérez dans quel délai une réponse de la justice ? Rapidement Magali, je suis désolée. Écoutez, ça je vais laisser aux autorités judiciaires le soin d'être peut-être un petit peu plus réactifs. Mais nous, ce qu'on souhaiterait maintenant, c'est qu'effectivement il y ait une enquête globale qui soit menée, et puis surtout une commission d'enquête parlementaire qui permettrait vraiment de savoir quels ont été les dysfonctionnements et quelles sont les responsabilités de tous les acteurs, y compris les acteurs publics. Et l'organisme de contrôle notamment dans cette affaire. Magali Butin, on reviendra sur le sujet. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, oui, malheureusement. On a beaucoup de réactions en plus sur la page Facebook et malheureusement, je ne peux pas toutes les partager parce qu'on est vraiment très serré par le temps. Yann Norbert qui dit donc ma Saxo de 2000 a certainement des airbags Takata. Après critère 3, airbag Takata, double peine. Non, 2000 non. Non, ça c'était après. Mais vous allez me dire, parce que vous voulez faire de l'humour, c'est là, vous allez me dire Takata acheter une autre voiture. Voilà. Mais il y a beaucoup de réactions. Désolé, on ne peut pas les partager ce matin, mais on fera un autre sujet. Et si vous voulez, Magali, venir avec nous en studio, ce sera une spéciale qu'on pourra faire aussi avec vous, responsable du service juridique du FC Que Choisir. On vous embrasse, on vous souhaite un bon week-end. Merci. Merci beaucoup. À suivre, on a Carole qui a une question à poser, on fait une pause et après on essaiera la Ford Explorer. Ouh là là, on va passer les vitesses là. Pouf, c'est parti. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et merci d'être avec nous à 10h23. Merci aussi d'être sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes très très nombreux. Alors on se le disait avec l'ami Jean-Luc, c'est qu'effectivement il y a des sujets d'actualité qui sont de plus en plus importants et on les mettra toujours en avant puisqu'on parle vrai sur Sud Radio. Salut Carole. Non, c'est pas Carole. Ah non, c'est pas Carole. Bah pourtant il y a toujours marqué Carole. Ah bah c'est Caro. Mais pourquoi on m'a laissé Carole? Parce que le mari de Carole est très jaloux et il voulait pas qu'elle discute avec moi, c'est ça? Comment il s'appelle le mari de Carole? Le mari de Carole, il s'appelle Pascal. Salut Pascal. Déjà mes meilleurs vœux à l'équipe de Sud Radio puis aux auditeurs. À nous aussi. Donc pour Merci, que les gens Pascal. comprennent, c'est Carole qui a envoyé le mail à jeparticipe@sudradio.fr et c'est Pascal qui prend la relève. Exactement. Alors ils ont acheté Carole et Pascal, puisqu'ils sont ensemble, maintenant tout le monde le sait. Un Mazda CX-5 184 chevaux, boîte automatique diesel. C'est ça, parce que en fait, au départ, Carole m'avait envoyé, vous hésitiez entre plusieurs modèles, puis vous êtes décidé entre-temps. Carole m'a envoyé un message en disant bon ça y est finalement on l'a acheté. Bon alors j'ai dit mais on vous prend quand même à l'antenne. Alors déjà savoir pourquoi vous avez choisi ça et après j'ai des choses à vous dire en complément. Alors on y va, on vous écoute Pascal. Ok. En fait, le week-end d'avant l'achat, on avait été du côté de Verdun en essayer un parce que trouver des Mazda c'est pas toujours évident et le CX-5 ça coupe. Bon, ça nous plaisait. C'est une chouette voiture. Moi, j'aime beaucoup. Le Mazda. J'aime beaucoup les Mazda, d'ailleurs, en règle générale. Oui. Alors, qu'est-ce que vous n'aimez pas les pas belles voitures, en fait, peut-être. Après, c'est au bout de chacun. Et donc, en montant dedans, en fait, tout est simple. Simple, mais super perfectionné, en fait.
L'écran tactile, en fait, il n'y en a pas. Ça évite les doigts dessus, par exemple. Ouais, non mais c'est vrai. Et puis c'est plus facile à gérer avec une molette centrale, quoi qu'on en dise. Oui, pour nous, oui. Les roues de 19 pouces, ça nous est un petit peu fort parce que on vous écoute depuis quelques années. Et puis finalement, le confort était vraiment très très bien. Moi, j'ai un grand C4 Picasso, donc j'ai une certaine idée du confort. Et là, franchement, c'était vraiment très bien. Donc du coup on a craqué. Très bien. Bon, c'est bien. Puis vous avez pris un diesel parce que 20 000 km par an, c'est vrai, ça vaut le coup. Surtout quand on fait des grands trajets, ça vaut le coup de prendre un diesel dans ces conditions-là. Alors ce que j'écrivais à Carole quand elle m'a dit ça y est, on a pris le CX1, j'ai dit alors faites attention à une chose, c'est un moteur qui est très sujet à l'encrassement. Si on fait de l'embouteillage ou de la ville, voilà. D'accord. Donc évitez, je sais pas quel usage vous en avez exactement. C'est quoi ? Bah écoutez, je vous écoute, ce que je vous dis depuis quelques années. Et en fait, on fait 70 km aller-retour. Ah bon, impeccable, par jour. Franchement. Voilà. Et on fait 90% route et autoroute. Bon, très bien. Très bien. Vous avez fait vraiment le bon choix en termes de motorisation. Vous m'auriez dit on fait 40 km d'embouteillage, je vous aurais dit oulala, attention. Mais là, non, c'est vraiment un bon choix à tous les niveaux. Il est pas neuf. Non, c'est d'occasion. En fait, je l'ai acheté, il avait 26 000 km, il avait 2 ans et demi, je pense que c'était un leasing. Oui, il est rodé. À peine. En plus, il est vraiment full option. Moi, je rêvais d'avoir... c'est bête, hein. Ma femme, c'était le volant chauffant, elle l'a. Oui. La sélection Bose, elle l'a. D'accord. Et vous rêviez de quoi Comment ? Et vous rêviez de quoi, vous, perso ? Moi, je rêvais... deux sièges à mémoire, comme ça quand je monte dans la voiture, quand c'est moi, j'appuie sur la touche. Et chauffant, des sièges à mémoire et chauffant. Et ventilé. Et ventilé. et ventilé. Voilà, après, il fallait qu'on change notre voiture, change le grand C4 que j'ai, il a 140 000, mais bon. Voilà, en tout cas, vous êtes content, pas Carole, pas Pascarole. Vous êtes très content. Vous habitez où pour conclure, Pascal ? J'habite sur Troyes. Oh, on est bien. Mais vous êtes deux pourtant. J'habite sur Troyes, près des magasins d'usine. Oui, mais surtout l'Aube, on fait du champagne aussi, même si les Marnais disent qu'on ne fait pas du bon champagne dans l'Aube, mais c'est pas vrai, on en fait du très bon aussi, très différent, et je salue la famille Fleury, tiens. Voilà. Moi, donc j'avais besoin de savoir ce qu'ils faisaient comme parcours avec, mais c'est bon. Si vous faites des grands parcours routiers, c'est impeccable. Cool. C'était vraiment la voiture qu'il vous fallait. On vous embrasse fort et embrassez Carole. Ah oui. Au revoir Pascal. Et restez surtout à l'écoute de Sud Radio dans quelques instants. L'ami Jean-Luc va prendre le volant du Ford Explorer et vous allez voir que ce deuxième modèle de la gamme 100% électrique de Ford, qu'en pense l'ami Jean-Luc, ce sera en direct sur Sud Radio, bien évidemment. Et dans quelques minutes, nous allons parler des batteries de traction de réemploi proposées par Back2Cars, qui évitera de balancer des voitures. C'est totalement nouveau, on est les premiers à en parler. Mais très bien, mais c'est dans quelques minutes, c'est pas tout de suite, parce que pour l'instant, vous montez dans votre voiture, l'ami Jean-Luc, que vous retrouvez en partie sur la page Facebook de Sud Radio et complet sur la page YouTube de Sud Radio. Oui, c'est le deuxième modèle 100% électrique de la gamme Ford. Alors on pourrait croire, Explorer, c'était le nom d'un ancien 4x4 aux USA, pas du tout. Il a été conçu en Europe. Et pourquoi ? Il est fabriqué en Allemagne parce qu'il utilise une base Volkswagen spéciale véhicule électrique. Bon, par rapport à ses cousins allemands, cet Explorer fait preuve de plus de caractère en termes de style. C'est plus carré, c'est plus viril, bref, c'est plus américain. Pour autant, il reste relativement compact avec 4,54 m de long. Ça le place, pour le situer, face au Renault Scénic E-Tech, 4,47 m, ou au Peugeot i3008, 4,54 m de long. Notre version, c'est la version Pack Premium. Elle est dotée de roues 20 pouces. C'est beau, mais vous le verrez, ça dégrade le confort et l'autonomie. Malheureusement, voilà. Bon, même sur la même base, mais plus court que son cousin allemand, l'ID4, l'Explorer affiche logiquement un volume de coffre inférieur. Ça reste quand même correct, 451 litres. C'est aussi correct aux places arrière où 2 adultes peuvent voyager à leur aise. La place centrale est en revanche assez inconfortable. Mais on a un toit panoramique vitré et une planche de bord au dessin très aérien qui procure tous les deux une belle sensation d'espace dans l'habitacle.
bizarrement, même en reprenant les afficheurs Volkswagen, je trouve que l'ensemble fait plus qualitatif malgré la présence encore de plastique rigide. Bon, comme sur les Volkswagen, les infos essentielles sont regroupées sur un petit écran derrière le volant. Ce qui est dommage, c'est que les touches tactiles de ce volant sont toujours là. Avec elles, il arrive parfois qu'on commande une fonction qu'on n'avait pas désirée. Hop, vous montez le volume, vous changez de radio alors que vous n'aviez pas envie. Bon, héritage Volkswagen également, on a le sélecteur de vitesse qui se trouve derrière le volant. Quant au grand écran tactile de 14,6 pouces, il a la particularité sur ce modèle Ford, ceux qui regardent en vidéo vont le voir dans quelques instants, de coulisser pour dégager un vide-poche qui se trouve en fait sous la tablette et qui est verrouillé quand l'écran est descendu. Donc ça vous fait un vide-poche qui est verrouillé. Il faudrait casser l'écran pour y accéder. C'est à partir de cet écran qu'on commande pratiquement toutes les fonctions, comme la climatisation qui utilise ici une pompe à chaleur. Alors c'est dommage, la pompe à chaleur, elle est optionnelle et elle vaut 1150 €. Outre les applis classiques, on dispose de raccourcis programmables, ça c'est bien en haut de l'écran. Grâce à eux, on peut par exemple accéder aux aides à la conduite pour facilement les désactiver. Alors je le dis dans chaque essai, mais si vous achetez une voiture neuve, vous allez vous rendre compte que ça devient extrêmement pénible. On a des choses qui sonnent sans arrêt. On fera un sujet bientôt d'ailleurs pour dénoncer cette réglementation européenne qui est totalement ubuesque. Ce que je trouve moins bien sur cette voiture, c'est que on a plus des haut-parleurs traditionnels. On a une barre de son BO, alors qui offre une sonorité qui est assez claire, mais qui manque de profondeur au niveau des basses. Et puis surtout, le réglage du volume se fait via les fameuses touches tactiles du volant ou via une barrette tactile sur la console centrale qui est encore moins pratique. Ça, c'est vraiment, si vous voulez à un moment vous prendre le chou, vous essayez de régler le son avec cette barrette tactile. C'est du grand n'importe quoi. Bon, le double rangement pour smartphone, dont un avec chargeur induction, rattrape un peu le coup, comme la sellerie en cuir synthétique, confortable et réglable électriquement pour le conducteur. Toujours grâce à la base technique Volkswagen, l'Explorer dispose de plusieurs configurations moteurs. Notre modèle simple moteur propulsion développe 286 chevaux et il est alimenté par la grosse batterie entre guillemets de 77 kWh. Comme toujours avec les grandes roues, le confort souffre de trépidation à basse vitesse, mais ça s'améliore lorsqu'on roule plus vite. D'ailleurs, le compromis confort-tenue de route est très bon. D'abord, on a 286 chevaux, 545 Nm de couple, c'est beaucoup, et les roues arrière motrices. Donc ce SUV fait preuve d'un très beau dynamisme malgré ses 2 tonnes. On a une direction précise, les mouvements de caisse sont parfaitement maîtrisés, le centre de gravité bas permet de rouler sportivement, je le dis, on peut rouler sportivement avec un bébé de 2 tonnes. Mais on peut aussi se faire plaisir avec le pied léger, par exemple avec le système de récupération d'énergie automatique qui adapte le frein moteur à la densité du trafic et à la cartographie. En ville, le diamètre de braquage réduit permet aussi de se faufiler, mais mieux vaut éviter les pavés, toujours à cause de ces fameuses routes 20 pouces. Le mieux, c'est finalement d'éviter le fameux pack premium et de rester ainsi avec des routes 19 qui, en plus d'améliorer le confort, permettront de diminuer encore la consommation pourtant assez basse. Alors moi, j'ai relevé 23,2 kWh au 100 km à 130 km/h sur autoroute, c'est bien, et 19,7 kWh au 100 de moyenne par temps froid, c'est-à-dire avec le chauffage. On peut donc faire 400 km réels quand il fait froid pour 572 homologués en cycle WLTP. Côté charge, outre une allure de charge classique en courant alternatif, c'est 11 kW, l'Explorer est plutôt un cran en dessous de certains concurrents en charge en courant continu. Il accepte une puissance de 135 kW maxi, mais il compense ce faible niveau de puissance par un niveau de charge moyen qui est assez élevé. On va en arriver au prix. Oh là, je sens que vous n'avez pas aimé du tout. Si, justement, affiché. Alors, dans la configuration haut de gamme que j'avais, il est affiché 54 400 €. On peut se dire que, ça peut paraître cher. Mais on économise 3 600 € si on se passe du pack premium qui sert à rien sauf à mettre des grandes roues qui n'ont que des inconvénients, et puis il y a 2-3 options qui peuvent être supprimées, le toit ouvrant vitré, enfin des choses comme ça, sans nuire à l'agrément du véhicule. Au final, on arrive donc à un tarif de 46 900 € qui est beaucoup plus raisonnable, sans oublier que notre SUV germano-américain est éligible au bonus écologique puisqu'il est fabriqué in Deutschland. Voilà. Okay. Donc on peut même descendre encore le prix si on accepte
d'avoir un équipement un peu moins complet. Et je trouve que par rapport à ses cousins de Volkswagen, c'est une offre pertinente parce qu'il a plus de caractère, il est finalement mieux présenté à l'intérieur et dynamiquement, il a les mêmes qualités que les véhicules allemands. C'était une bonne surprise. D'accord. Bon, moi je vais peut-être paraître un peu vieillotte dans ma façon de voir les choses, mais j'aime pas ces calandres d'électrique où il se passe plus rien, on n'a plus le côté grillagé avant de nous... Enfin, tu vois, quand c'est fermé comme ça devant, moi je suis pas très fan. Hein. Alors c'est peut-être une histoire d'habitude, il faudra peut-être parce qu'il y a certains, comme par exemple BM, qui ont retravaillé des calandres, qu'elles soient un peu jolies, quoi. Mauvais exemple, hein. Les calandres BM, c'est quand même ce qu'il y a de plus moche actuellement sur le moi marché. Je trouve que c'est pas... Moi je préfère quand on dirait des groins de cochon. Alors, moi je préfère un groin de cochon à une plaque. Okay, chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Ouais. Évidemment, vous retrouvez la vidéo complète de l'essai de l'ami Jean-Luc sur la page YouTube de Sud Radio. Vous êtes très très nombreux, vous commencez à devenir une star YouTube aussi, vous. Hein, ça va aller, hein? Bah écoutez, non mais c'est vrai que si vous voulez choisir un véhicule, parce que je vais préciser ça, j'essaye, ça fait 4 ans maintenant qu'il y a des vidéos sur tous les véhicules qui sortent, donc si vous avez envie d'acheter un véhicule, même d'occasion, vous allez regarder la vidéo, vous aurez un panorama assez complet du véhicule. Je suis marié avec personne, j'ai d'intérêt avec personne, je prends pas de voiture pour partir en vacances, donc je suis totalement indépendant. Et si c'est bien, je dis que c'est bien, si c'est pas bien, je dis que c'est pas bien. Super. Et vous savez que j'ai fait écouter et regarder vos vidéos à plein d'amis qui avaient besoin de changer de voiture. Non mais sérieux, c'est notre jeune influenceur YouTube. Allez, dans quelques instants, on va parler de ces fameuses batteries de traction de réemploi avec Back2Car qui lance donc une première mondiale. En tout cas, on est très très heureux de vous parler de ça dans quelques instants. Et restez bien avec nous jusqu'à midi, puisque vous savez que sur la deuxième heure, on aura le plaisir d'accueillir notre ami, notre copain François Alain. On parlera de la Peugeot 204 qui fête ses 60 ans. On parlera aussi de Rétromobile, on parlera de Renault Classique. Enfin, on parlera avec lui de ce qui nous passionne. Petit message d'ailleurs pour Cédric qui nous écoute souvent sur Sud Radio. Il sera question de Youngtimers aujourd'hui, Cédric, que pour vous. Allez, juste avant le retour de l'info, on va accueillir Luc Fournier, qui est le directeur d'activité de chez Back2Car. Bonjour, monsieur Fournier. Bonjour, Luc. Bonjour. Bonjour. Et bonne année. Bonne année, hein. On peut jusqu'à la fin du mois. Et bonne année de batterie. Voilà. Meilleur vœu. Bon. Je recharge les batteries. Ouais, c'est ça, on a rechargé les batteries avec vous. Donc vous arrivez comme une sorte de sauveur pour les possesseurs de véhicules hybrides rechargeables et électriques, ceux qui ont soit des problèmes avec leur batterie. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la vraie problématique, si vous avez par exemple un véhicule électrique d'occasion qui a quelques années et que votre batterie montre des gros signes de faiblesse, la remplacer, c'est souvent plus de la moitié. C'est presque plus cher que le prix du véhicule. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ces véhicules-là, ils partent à la benne. Vous avez un accident avec votre voiture hybride ou électrique, la batterie est légèrement endommagée, c'est trop cher de mettre une batterie neuve. Alors que toute la voiture est nickel. Voilà. C'est ça. Exactement. Si donc vous avez une aberration écologique de batterie et que la voiture est à quelques années mais qu'elle est en super bon état, vous allez malheureusement être obligé de vous en séparer. Or, Back2Car, déjà spécialisé dans la pièce de réemploi, j'imagine que vous êtes dit pourquoi pas se brancher justement sur ce nouveau phénomène qui est la batterie de traction de tous ces véhicules électrifiés. L'idée est venue quand et comment ? En fait, on recevait une Zoé tous les 2 ou 3 mois. Bon, c'était totalement anecdotique, c'était presque une curiosité dans nos ateliers de recyclage. Et puis au fil du temps, on a commencé à en recevoir un peu plus, et on s'est dit il y a peut-être une nécessité en fait de faire un prolongement naturel de ce que nous faisions avec des véhicules thermiques, en se disant il y a un marché, soyons les précurseurs. Et on a commencé à démonter ces voitures qui arrivent en fait en nombre en fait aujourd'hui dans nos ateliers. Et donc voilà, en tant que recycleur, on démontait des véhicules thermiques, on continue à démonter des véhicules thermiques, et maintenant on démonte des véhicules électriques. D'accord, et tous les jours. C'est principalement quoi comme véhicule électrique que vous démontez ? Vous allez me dire, c'est des véhicules qui sont sortis il y a quelques années. On parlait de la Zoé, c'est principalement des Zoé, mais il y a d'autres types de véhicules. Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, les Tesla. Oui, on n'est pas lié en fait à l'évolution du parc, parce que par définition sa voiture, elle a un incident, elle peut prendre feu partiellement, soit elle a un accident, donc auquel cas ça peut être une voiture qui a 2 jours, qui a quelques semaines. Donc on n'est pas forcément lié à l'évolution de l'âge moyen du parc, etc. Par au recyclage. Là on dépend nous étroitement de la sinistralité, donc pour peu qu'une voiture très récente ait un accident, on la récupère, donc on récupère toutes les marques.
D'accord. Et donc vous avez une offre de batterie, on va dire d'occasion pour faire simple. Alors évidemment, vous démontez pas la batterie pour la revendre comme ça. Il y a dans l'offre, il y a 4 offres différentes. Oui, alors on a au tout début, je dirais, expérimenté, parce qu'en fait, ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas du tout en fait. Il suffit de s'y pencher. Donc, on propose une révision de la batterie pour s'assurer que la batterie qu'on va revendre à un particulier ou à un réparateur puisse être remontée sans aucun souci pour le consommateur final. Alors, Laurence va nous dire quel est le test que vous faites. En fait, voilà, pour avoir le SOH de la batterie. Voilà, le SOH. Ça y est, je le mettrai. Puis en plus, j'ai fait des conférences sur les V2 Green, là, vous savez, les fameuses bornes pour les batteries bidirectionnelles. Le state. Mais concrètement, comment vous faites ça, Luc? Parce qu'effectivement, c'est des nouveaux métiers. Comment vous faites ça? C'est quoi techniquement les outils que vous utilisez? Nous avons des appareils de diagnostic que nous avons cherchés dans le monde entier. On a la chance d'avoir des connexions dans de nombreux pays. Donc on a des appareils parfois précurseurs, pas encore commercialisés. Donc en fait, on fait un test de capacité. C'est la première chose qu'on fait. On va calculer combien d'ampères sur une batterie capable de résister en 1 heure. C'est la base. Ensuite, on compare avec la capacité d'origine. Et c'est quelque part ce qui détermine le SOH. Mais le SOH, nous, on ne le prend pas sur le calculateur dans une voiture en fonction, on le prend directement sur la batterie. Donc on passe pas par le calculateur, ou parfois il peut y avoir chez certains constructeurs une envie de déterminer un SOH un petit peu supérieur, Sur la cuisine. Nous, on va directement à la source, c'est-à-dire qu'on dialogue pas avec un constructeur qui, par l'intermédiaire d'un calculateur, ce qu'on appelle en fait un BMS pour une batterie, ça s'appelle un Battery Management System. Le BMS, globalement, il y a une cartographie. Cette cartographie, elle est dessinée par le constructeur. Nous, on attaque directement la batterie, c'est-à-dire qu'on sort la batterie de la voiture, on s'arrête, on discute avec une batterie en fait. Donc là, il n'y a plus, je dirais, de constructeur entre nous et la batterie, et on détermine un vrai SOH. D'accord. Donc alors, si la batterie est en bon état, vous la révisez, vous la recommercialisez telle quelle, avec des tarifs qui sont de combien inférieurs à une batterie neuve? Une révision toute simple, c'est moins 50%. Par exemple, sur une Prius, ça vaut 2241 hors taxe, et chez nous, une révision, c'est 1000 €. D'accord. Oui, alors on va préciser, là vous avez parlé de la Prius, c'est sur un véhicule donc hybride normal, avec une techno de batterie qui est un petit peu différente, c'est du nickel. Manganèse. Non, nickel métal hydrure. C'est nickel métal hydrure. Donc ça, on peut avoir ce type de batterie-là. On peut avoir ce type de batterie-là et toutes les autres générations de batteries aussi du lithium-ion. On travaille 2 générations. À l'heure actuelle, de toute façon, il n'y a que ça. Le NMH ou le lithium. D'accord. Lithium pour une Honda, je l'ai sous les yeux, une Honda Jazz 2, c'est 950 € la révision. D'accord, ok. Alors ensuite, quand vous avez une batterie qui est, si le SOH est pas bon, vous pouvez la réparer. Exactement. Donc là, on va essayer de diagnostiquer si éventuellement il y a des produits à changer à l'intérieur de la batterie. Donc là, on est sur une réparation. D'accord. Donc là, on va réparer les cellules. Donc vous changez les cellules défectueuses, vous identifiez puis vous changez les cellules défectueuses, vous revérifiez en fait toute la batterie après. Là on arrive à des tarifs qui sont de combien inférieurs au prix du neuf? Là on est sur moins 40%. Donc je reprends l'exemple de ma Prius à 2240, là on est à 1320. D'accord. Enfin, dernier point, comme pour les moteurs, vous faites des batteries remanufacturées, là pour le coup vous construisez en quelque sorte la batterie. C'est totalement remis à neuf. Et donc à partir de ce moment-là, on est sur des moins 25% par rapport au tarif constructeur. Ça nécessite quand même beaucoup de main-d'œuvre. Et une main-d'œuvre super spécialisée pour le coup. Oui, alors habilité déjà, parce qu'on ne peut pas intervenir sur les batteries si on n'a pas les habilitations. Ça, c'est pour être d'un point de vue réglementaire, on fait très attention à nos collaborateurs. Et puis surtout, effectivement, il y a beaucoup de manipulations. Et là, on s'adresse, je dirais, à un remanufacturing total. Donc on remet à neuf, ce qui reste somme toute assez pour l'instant économique. Alors les moins 25%, peuvent paraître, c'est quand même moins 25%, mais on est aujourd'hui sur un lancement, on est presque les seuls à pouvoir proposer ce type de produit. Le jour on en fera 100 par jour, forcément que les tarifs vont baisser. Vous avez commencé un petit peu là à les vendre? Oui, bien sûr, on a lancé ça au mois de novembre.
Et puis aujourd'hui, alors, en toute transparence, on en a vendu 5 pour l'instant. Ouais, c'est bon. Oui, mais si on n'a pas communiqué, c'est normal à Et partir puis, du moment. Effectivement, on lance la communication en ce moment en fait. Ouais. Et puis, On a voulu se roder un petit peu. On en a vendu 5 parce qu'on a fait 1 ou 2 salons sur lesquels on en a parlé. Et puis bon, on est assez connus, les gens nous interrogent. Et ce qui est assez intéressant, c'est la nature des réparateurs qui nous demandent ce type de produit. Moi, j'ai une anecdote, si vous voulez. Ah bah oui. J'ai un concessionnaire Opel près de la Dordogne, je ne vais pas le citer, dans la grande région de la Dordogne, qui nous contacte pour avoir une batterie remanufacturée, et il voulait ça pour une Nissan Leaf. Donc on lui dit bonne pioche, on a la batterie en stock. Et la question d'après, il nous dit mais vous venez la poser? Je dis non, moi je suis recycleur, je remanufacture des batteries, je vous les envoie, puis après vous êtes mécanicien. Il me dit non, mais moi je sais pas faire. Je sais intervenir sur des Opel, mais pas sur des Nissan. Alors ce qu'on a fait, c'est, vous voyez, on apprend à vivre. Hein. Ce qu'on a fait, on a essayé de trouver le mode opératoire de Nissan, donc un petit document qui faisait une 50aine de pages. On lui a envoyé, il a dit bon, c'est pas plus compliqué qu'une Opel, on va suivre le mode opératoire. Mais chaque modèle, chaque voiture, chaque constructeur a sa particularité de démontage. Et un concessionnaire qui, a beaucoup de formation sur son produit, sur ses véhicules Opel, savait faire sur de l'Opel, mais ne savait pas faire sur du Nissan. Donc voilà, c'est un métier qu'on découvre. C'est un métier, c'est un métier nouveau, ça. Alors c'est un métier nouveau pour la réparation, qui commence à être, mais qui est en formation maintenant sur des grandes écoles comme le Garac, que Jean-Luc aime beaucoup et moi aussi, ou d'autres écoles, d'autres CFA. Ça y est, il y a des cursus comme ça pour les jeunes qui veulent épouser ces métiers-là, mais c'est passionnant pour le coup. Bon, Luc, vous avez une 4e offre, c'est l'offre à façon. Alors là, what is it? L'offre à façon, justement, je vais vous poser la question. What is it in French? Voilà. Est-ce que si je vous envoie ma batterie en panne, vous pouvez me la réparer, par exemple? Exactement. Wow. En fait, aujourd'hui, comme nous sommes recycleurs auto, je vais réparer ou remanufacturer les batteries que je reçois dans mes 5 centres de recyclage. Donc par définition, je subis un petit peu ce qui rentre dans nos ateliers. Et puis si on a un client qui a un véhicule pour lequel on n'a pas la batterie déjà remanufacturée dans nos ateliers, parce qu'on n'a pas reçu ce véhicule en sinistralité, on va dire, et à partir de ce moment-là, on étudie et on fait sur façon. Donc on va récupérer la batterie chez le réparateur, on la ramène dans nos ateliers, donc le délai est un peu plus long, parce qu'on fait du sur-mesure, et puis on renvoie la batterie remanufacturée au réparateur. Bon, j'imagine qu'il y a une garantie sur les batteries. Oui, 2 ans. Ah, c'est D'accord, bien. 2 ans, c'est bien. Comme n'importe quel produit neuf, en fait, on est garanti 2 ans. On a une question de Stéphane, le 3e co-animateur de l'émission sur la page Facebook de Sud Radio, qui dit: existe-t-il déjà des problèmes de vis cachés? Est-ce que vous en avez repéré sur les véhicules à batterie et comment la détecter pour l'achat d'une batterie d'occasion, par exemple, si jamais il y en a? Ou non? Écoutez, si on a, c'est un peu le principe Back to Car. Back to Car réemploi, c'est garantie à vie, donc on assume toujours ce qu'on fait, on dit ce qu'on fait. Sur le remanufacturing, on est sur une garantie de 2 ans. Pour l'instant, sur les 5 batteries, je croise des doigts, on n'a pas eu de soucis. Puis on verra s'il y a un souci, on le sait 24 heures après parce que ça démarre pas. Mais on fait énormément de tests parce que je suis pas. Laurence m'a posé une question sur le SOH, mais on fait énormément de tests. Mais bon. Avec tous ces tests-là, je pense que on aura moins d'ennuis sur ce type de produit que sur des moteurs, par exemple. Ouais, bravo, en tout cas. Effectivement. C'est chouette. En plus, vous avez, pour en avoir parlé avec des professionnels quand on était sur une émission délocalisée, hors antenne, on a parlé de Back to Car. Ils nous ont dit si tout le monde travaillait comme Back to Car, on serait heureux. Parce qu'on parlait de la pièce de réemploi. Ça veut dire que vous avez une excellente image déjà pour le travail que vous faisiez jusqu'à présent. Donc j'imagine que là, comme c'est un nouveau job, vous allez faire le maximum pour être la référence. Donc ça, c'est bien. Comment on fait si on a besoin d'une batterie? On trouve les infos sur le site de Back to Car. Comment ça se passe? Oui. Alors, les batteries ne sont pas mises en ligne puisqu'on souhaite accompagner le réparateur avec du conseil. Rapidement, Luc. Comment on fait? En tout cas, vous laissez un message. Vous laissez un message, on a un formulaire, ou alors vous faites le 0800 800 222. Super. On a un call center qui vous orientera, que vous soyez particulier au réparateur. Luc Fournier, directeur d'activité de Back to Car, et bravo pour ces innovations. Je pense qu'on se verra sur le salon Équipe Auto parce que c'est un grand salon des professionnels de l'automobile et de l'aftermarket, et il y a des chances qu'on vous voit. Je sais pas, ça sent un peu une belle innovation quand même, ça. C'est chouette. Hein. Ouais, c'est bien. Ça va ouvrir comment prolonger la vie de mon Lexus sans que ça me coûte trop cher. Et puis ça va vraiment ouvrir tout ce qui est VO
d'occasion, enfin tout ce qui est VO électrique. Bravo, chapeau. Allez, à suivre le retour de l'info sur Sud Radio. Ensuite, on parle pneus. Et puis, je pense que l'ami François Alain va pas tarder à nous rejoindre. On vous souhaite une bonne matinée avec nous sur Sud Radio. Faisons ça. Et c'est reparti pour la deuxième heure avec un programme extrêmement passionnant. Nous allons avoir à la fin de l'émission Maître Rémi Jossaume qui va réagir sur la fameuse zone à trafic limité, l'ami Jean-Luc, au centre de Paris pour l'instant. Oui, où on veut priver les rats d'automobiles. Je trouve ça scandaleux. J'espère que les associations de défense des animaux vont monter au créneau. Je vous expliquerai tout à l'heure. Juste avant, on reçoit l'ami François Alain. Exactement, qui nous racontera comment il a conçu la 204 il y a 60 ans, puisque en fait on a les preuves avec les dessins de François. J'adore son petit livre d'ailleurs. Voilà, et qui est très bien fait. Et puis juste avant, c'est-à-dire maintenant, on va accueillir. On va parler pneus. Non, ah bon? Si. Allez, c'est parti. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus. Parlons bien. Et alors moi j'aime bien, c'est quand vous posez des questions. Donc vous pouvez nous appeler tout de suite au 0800 26 300 300 ou faire tout simplement comme notre ami Dominique et Christophe surtout que l'on va accueillir, qui nous a envoyé un mail. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Je suis très content de vous rejoindre. Nous sommes ravis de nous vous aussi, accueillir. on est ravis. De nous rejoindre. Ouais. Vous écrivez un mail à jeparticipe@sudradio.fr. Anthony qui réalise cette émission, il n'en peut plus dire non. Et vous mettez bien On parle auto dans l'objet. Bonjour Dominique Stemfel. Bonjour Laurent, bonjour Jean-Luc et bonjour Christophe. Voilà, alors on va écouter la question de Christophe. Alors moi, on va vous écouter Christophe et après j'ai une question moi à vous poser. On va faire dans l'autre sens. Alors Christophe, c'est à vous. Oui, donc j'ai commandé ma R5 électrique. Enchanté, moi j'ai fait 10 ans de Zoé et j'adore les véhicules électriques et du coup j'ai commandé la R5 et je me suis dit je vais commander avec des pneus 4 saisons, des pneus tout temps et je vous avoue que j'ai vraiment été déçu de la tenue de route du véhicule. Et alors du coup j'ai pris la décision de remonter des pneus été et j'ai monté, je vais citer la marque parce qu'on l'adore, c'est la marque Michelin, des e-Primacy, et là je me suis rendu compte que la R5 c'était un karting. Et ce qui n'était pas le cas avec les pneus de 4 saisons qui étaient montés d'origine. Ça faisait quoi? Ouh là là, ouais, ça faisait quoi? Parce que moi j'allais vous dire... En termes de sensations. Ouais. En fait, avec une sensation d'une voiture très floue, vous voyez, je sais que Jean-Luc aime la technique, et du coup, les flancs, on a vraiment l'impression justement que c'était des flancs. Des flancs au caramel. Voilà, c'est-à-dire une voiture, en donnant un coup de volant, on sent que l'arrière se déporte, enfin, c'est pas qu'il dérape, mais on sent comme un décalage de l'arrière, le train suit pas en fait. Ouais. Parce qu'on sent que le pneu est trop souple. Alors j'ai un peu surgonflé de 0,3 bar, mais ça n'a pas suffi, et en montant des e-Primacy, la voiture c'est un karting quoi. Voilà. D'accord. Alors oui, je vais repréciser, c'est vrai que la R5 électrique en matière de tenue de route, c'est vraiment quelque chose. On a eu la chance en plus de l'essayer sur des routes avec des zigs et des zags. J'ai fait la course. Je devrais pas le dire. Si, j'ai fait la course avec une Mercedes AMG et dans la descente, évidemment dans la montée, j'avais pas suffisamment de chevaux, mais dans la descente, il y a des moments où le monsieur derrière, qui était peut-être pas un pilote de course, avait du mal à me suivre. Donc c'est pour vous dire la tenue de route de l'engin avec centre de gravité bas, un poids qui est assez limité en dessous de 1500 kg et vraiment des sensations de karting comme vous l'avez résumé là. Alors donc avec les pneus 4 saisons, c'était pas terrible. On a eu un peu de mal avec Dominique, c'est surtout Dominique d'ailleurs qui s'y est collé, à trouver quel était le manufacturier qui fournissait les 4 saisons. Je peux vous le donner si vous voulez. Ouais. Tiens, dites-nous qu'est-ce qu'il y avait de monté dessus. Et je crois que vous vouliez le recevoir justement à l'antenne, c'est Goodyear. Voilà. Et c'est des Vector 4 saisons spécial véhicules électriques. Donc c'est des 4 saisons véhicules électriques. Donc is not an happy Goodyear. Alors avec une économie d'énergie en A, donc c'est quand même assez rare pour du 4 saisons. Mais par contre, en tenue de route, c'est sans aucune mesure avec des pneus été, quoi. Dominique. Et pourtant, c'est des pneus qui sont spécifiquement adaptés à la R5.
Oui, alors on a affaire à un auditeur qui est initié, manifestement, parce qu'il connaît bien son sujet. Non, Dominique, je vous coupe tout de suite. Il est initié parce qu'il écoute On parle auto sur Sud Radio. Voilà. Et maintenant, cette émission va s'appeler Humilité quand tu nous tiens. Et sans doute, il a aussi une sensation au niveau du pilotage qui est supérieure au commun des automobilistes. Alors c'est clair, et on le répète à chaque fois, Jean-Luc, un pneumatique toute saison, c'est un intermédiaire entre un pneumatique hiver et un pneumatique été. C'est un produit qui est très polyvalent, qui permet de rouler par tous les temps dans des conditions de sécurité améliorées. Mais effectivement, en termes de sensation, c'est moins bon qu'un pneu été. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ce pneu, le Goodyear Vector 4 saison Gen 3, c'est un pneu qui a été homologué par Renault, donc qui a été testé, au point d'ailleurs qu'il porte un badge R, qui signifie qu'il a été développé spécifiquement pour Renault. Et si les pilotes essayeurs de Renault ont validé le pneu, c'est qu'il convient pour la plupart des automobilistes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le flou ressenti avec un pneumatique toute saison ou avec un pneumatique hiver, il n'est pas lié au flanc ou à la carcasse, mais il est lié en fait au type de dessin, au profil. Parce qu'en fait, il y a tout un réseau de petites lamelles, et dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle l'effet paillasson. Vous savez, quand vous essuyez les pieds sur un paillasson, vous avez l'impression de flotter un peu. Mais on a effectivement sur les pneus hiver ou toute saison cette sensation là. Ouais. Bon, l'intérêt, en l'occurrence, c'est qu'avec un pneu été, même si c'est un karting, il y a des zones de montagne auxquelles vous ne pouvez pas accéder. Oui, c'est vrai. Alors du coup, j'ai acheté des chaussettes. Et il neige pas non plus dans la région de Lyon tous les jours, donc. J'ai préféré les sensations à la sécurité toute l'année. Non, c'est pas ça, parce que du coup j'ai bien les chaussettes, comme la loi montagne, donc je suis en règle, mais bon. Alors vous êtes en règle, mais vous n'êtes pas forcément en sécurité, parce que sur une plaque de verglas fortuite, vos chaussettes dans le coffre, elles serviraient pas à grand chose. Donc soyez prudents. Je comprends. Bon, Dominique, moi j'ai une autre question. Là, on parlait donc quels sont les constructeurs qui demandent aux manufacturiers des pneumatiques spécifiques et qui les homologuent comme tels? Parce que là, on a compris, sur le pneu, il y a un R. Ça veut dire que le pneu, il est validé par Renault. Il y a d'autres marques qui font ça. Quelles sont les marques qui font ça? Je pensais pas que Renault le faisait d'ailleurs, moi. Alors la première marque à avoir fait ça, c'est Porsche. Alors c'est vraiment des ayatollahs du pneu marqué. Tous les Porschistes le savent très bien. Et Porsche a même poussé le bouchon très loin, puisqu'il réhomologue des pneus spécifiques, y compris pour les voitures anciennes depuis leur toute première voiture, la 356. Et puis d'autres manufacturiers et d'autres constructeurs s'y sont mis, en particulier tous les constructeurs premium et super premium homologuent des pneumatiques spécifiques pour leurs véhicules. Aujourd'hui, en fait, c'est permis par le fait que les pneus sont plus manufacturés, ils sont fabriqués par des machines extrêmement précises, et ce qui permet en fait d'avoir des éléments différents, posés de manière différente, tendus de manière différente, pour avoir des pneumatiques vraiment adaptés aux véhicules. Ce que vous nous expliquez, Dominique, c'est que sur un pneu qui va paraître similaire, de dimensions similaires, avec des caractéristiques qui paraissent les mêmes en indice de vitesse, en indice de charge, on peut avoir deux comportements différents de pneumatiques en fonction de l'homologation ou pas? Oui, c'est ça. Et puis en fonction de la typologie du véhicule, on fabrique pas le même pneumatique pour une traction avant que pour une propulsion. Alors ça vaut pour la première monte au moment où le véhicule est parfaitement réglé. Effectivement, une fois que le véhicule a commencé à prendre un petit peu de jeu, les sensations sont un peu différentes. Mais ça, aujourd'hui, il y a quand même une vraie tendance. Et ce qui est nouveau, effectivement, c'est que les constructeurs généralistes commencent à appliquer cette règle, et c'est le cas et pour la R5 E-Tech et pour l'Alpine A290. Alors dans le cas de Christophe, là, qui est revenu à des pneus été, il a monté du Michelin, alors que d'origine c'est du Continental sur la R5. Oui, donc il est possible qu'il n'ait pas le marquage R sur ses pneus. Ah, mais il l'aura pas là. Il l'aura pas, puisqu'en fait les seuls pneus qui ont été homologués aujourd'hui pour la Clio, la R5 E-Tech, c'est Continental
en version été et c'est Goodyear en version toute saison. Et sur l'Alpine A290, c'est Michelin qui est homologué avec 3 versions également, un pneumatique hiver, un pneumatique été et un pneumatique sportif. D'accord. Vous êtes toujours là, Christophe ? Oui, bien sûr. Ouais, on l'a pas perdu. D'ailleurs, j'avais juste une petite remarque à propos de la montre de pneus. C'est quand même un regret, c'est que c'est une dimension de pneus qui est pas commune à d'autres constructeurs. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas tellement le choix dans la marque et on trouve pas un éventail large de prix parce que c'est spécifique à la R5. Donc c'est quand même un regret quand même. Voilà, en fait, on a vraiment un auditeur qui est initié. Il a repéré aussi une faille. C'est que aujourd'hui, les constructeurs automobiles, alors pour des raisons d'esthétique, d'encombrement et des raisons techniques, ils font développer des nouvelles dimensions pour leurs nouveaux véhicules. Là, en l'occurrence, les contraintes de la R5 E-Tech qui était particulière. Il fallait un pneumatique étroit parce que la voiture c'est pas une grosse voiture, mais il fallait aussi une surface de contact au sol importante. Et donc pour avoir une surface de contact importante avec un pneumatique étroit, en fait on utilise des grands diamètres. Et le grand diamètre, il participe aussi à l'esthétique. D'accord. Pourquoi, pour finir, Christophe, pourquoi vous avez pris des Michelin et pas le pneu d'origine, entre guillemets, Continental ? Tant qu'à faire, comme il n'y avait pas non plus de choix énorme, je me suis dit autant prendre la marque pour moi qui est premium et où j'ai jamais été déçu, faut être honnête. Et je me suis dit avec ça, je suis quasiment sûr d'avoir un vrai changement de comportement. Parce que j'en ai eu pour un billet, j'en ai eu quand même pour plus de 600 € les 4 pneus. Ah oui. Ah oui, ça fait cher. Oui, ça fait cher. Ouais. Ça, c'est effectivement aussi l'inconvénient d'avoir des pneus rares ou des dimensions spécifiques. C'est qu'on a des coûts qui montent. Et là, on est effectivement à des prix qui sont de l'ordre de 160, 180 € selon les marques sur cette dimension. Ouais. J'ai une question à vous poser. Ça n'a rien à voir avec les pneus. Je peux, monsieur Jean-Luc ? Ça n'a rien à voir avec les pneus. Allons-y, alors oui. Non, c'est parce que Christophe nous parle de CR5. Et la R5 aujourd'hui est la première voiture en France à faire ce qu'on appelle le V2G. C'est-à-dire que Christophe, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez commencé déjà à décharger la batterie de votre voiture sur votre maison ? Est-ce que vous vous êtes servi de ce système qui permet en bidirectionnel ? Il faut une borne aussi qui. Ah ben avec la R5, il a eu la borne Renault qui est fournie avec. Ouais, alors du coup je l'ai pas encore installé la borne. On me propose de me l'offrir, mais c'est en négociation pour l'installation. Et puis la petite chose qui me fait hésiter encore, c'est que Engie et EDF ne proposent pas cette solution. Donc on est obligé de changer de fournisseur d'électricité. Donc je suis en train d'hésiter en fait. D'accord, mais ça peut valoir le coup. Alors juste pour la petite histoire, j'ai l'actu. Ont eu lieu au mois de janvier les 2 premiers branchements comme ça. Il y a 2 personnes propriétaires de R5 comme vous qui ont, ça y est, commencé à réinjecter. On sait que les voitures restent à peu près à l'arrêt 80-90% du temps. Et ça a réinjecté soit dans la maison, soit là pour le réseau. Et ça va aller très très vite. Engie et tout le monde s'y met, Enedis, tout ça. Donc ça va aller très très vite. Mais c'est top, on peut gagner un peu de sous. Ou en perdre moins. Oui, vous pouvez charger la nuit et puis vous servir de l'électricité dans la journée. Mais carrément. Voilà. Non, c'est un super truc et c'est assez nouveau. Ça y est, ça arrive en France et c'est vraiment demain. Quoi. Oui, ça fait 10 ans que ça marche au Japon. Un peu. Non. Pas vraiment. Oui, mais mais pas à grande échelle. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui se font. On en parle aux États-Unis, mais c'est pas à grande échelle. En Angleterre, mais c'est pas à grande échelle. Mais voilà, donc c'est bien en France, ça commence. Voilà, je tenais à vous le dire parce que je fais ma crâneuse, j'ai étudié le sujet. Voilà. Merci Christophe et merci Dominique. Merci. Merci Dominique. Merci à tous, excellente journée. Merci et bon week-end à vous deux. Merci Christophe. Merci, au revoir. Au revoir. Nous, on va continuer. Dans quelques instants, on va parler avec Armand qui va nous appeler au 0826 300 300 parce qu'il veut avoir un conseil pour choisir sa voiture. Et juste après, un autre auditeur tout jeune qui n'y connaît rien en voiture, François Alain, je crois qu'il nous a envoyé un mail pour participer. Quelle auto choisir ? Et si vous nous rejoignez à l'instant, merci de nous écouter sur Sud Radio. Quelle auto choisir ? Vous connaissez le principe. Vous nous envoyez un mail à jeparticipe@sudradio.fr en disant Jean-Luc, j'ai besoin d'un conseil, et vous mettez bien vos coordonnées sur le mail et vous on n'oubliez parle pas auto. le chèque à mon ordre, Laurence. Non, parce que comme je suis tous les ans obligé d'acheter des voitures chères, il faut bien que je fasse un peu de sous, donc c'est moi qui récupère l'argent. On parle auto avec Armand aujourd'hui. Bonjour Armand. Bonjour Armand.
Oui, bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Comment ça va? Très bien, et tous mes meilleurs vœux. Tous nos vœux aussi. Vous habitez où, vous, Armand? Dans le Nord-Isère. Dans le nord de l'Isère. On a beaucoup de gens qui nous écoutent dans l'Isère, la montagne, la Savoie, ça fait plaisir. Oui. Oui, on est bien, il y a du soleil aujourd'hui, donc tout bien. Ah, vous êtes insolent là. Allez, au revoir Armand, ça coupe. On vous écoute. Alors, j'ai besoin de votre aide pour choisir. J'avais une liste d'une dizaine de véhicules et j'ai fait une short list dans une Peugeot i3008 allure 210 chevaux, une Tesla Model 3, grande autonomie. Donc, je ne sais pas très bien comment faire le choix. Je suis pas un grand rouleur. Est-ce que vous allez faire beaucoup de kilomètres avec ces voitures? 10-12 000 kilomètres par an. Quel type de trajet vous allez faire? Des types nationales et puis quelquefois des grands déplacements. Quelquefois des grands déplacements, voilà. Bon, ça y est, le choix il va être vite fait. Hein. Ouais. Alors je sais que quand on est français, je ne sais pas si vous êtes français d'ailleurs, vous avez un petit accent. Oui, tout à fait. D'accord. Quand on est français, on se dit tiens, je vais prendre une voiture française, je vais prendre la Peugeot. Puis le 3008 avait une bonne réputation, mais ça c'était avant. C'était l'ancien 3008 qui était vraiment bien. On a tous été, quand je dis tous, c'est la presse dans son ensemble a été déçue par les prestations du nouveau 3008. D'abord parce que c'est une enclume, le truc qui pèse 2 tonnes 2. Voilà. Moi j'aimais pas déjà les premiers. J'en ai une actuellement. Voilà, mais vous avez l'ancienne génération. Et l'ancienne génération, comme vous êtes dans une région montagneuse, elle était extrêmement plaisante à conduire dans les virages. C'était un SUV, mais qui se conduisait comme une berline. Bon, le nouveau, c'est pas du tout ça. Donc vous oubliez. Si vous avez un 3008 actuellement, vous oubliez le 3008 électrique. Ok. Alors vous l'oubliez aussi pour une deuxième raison, c'est que on parle vrai. Hein. Oui, on parle vrai. 2 tonnes 2 dans les côtes, avec le moteur 200 chevaux, ça va être un petit peu juste. Il y a ça. Et puis en termes d'autonomie, c'est une voiture qui est très étrange, parce que Peugeot dit on a une grande autonomie, c'est vrai à 120 km/h. Donc pour l'homologation, ils ont une autonomie qui est bonne. Et si vous passez à 130 km/h, d'un coup, vous avez une explosion de la consommation. C'est lié à l'aérodynamique de la voiture qui est pas extrêmement bonne. Alors Peugeot dit on a beaucoup travaillé l'aérodynamique, c'est excellent. On va prendre l'exemple juste à côté, puisque vous avez cité une Tesla, c'est nettement moins bon qu'une Tesla en aéro. Donc à 130 km/h sur l'autoroute, vous allez avoir des consommations totalement différentes. Vous allez être d'un côté aux alentours de 26 kWh au 100 km à 130, et sur la Tesla, vous serez plutôt aux alentours de 21-22. Donc vous aurez une autonomie beaucoup plus grande avec la Tesla. Ça, c'est le premier truc. La Tesla, dans les petits virages, elle sera mieux que le 3008. Elle est bien plus puissante. Et surtout, le dernier point, c'est pour la recharge si vous faites des grands trajets. Le réseau de superchargeurs Tesla, c'est aujourd'hui, il a été élu meilleur réseau de recharge. C'est pas pour rien. D'abord parce que si vous êtes abonné, vous aurez des tarifs qui sont très intéressants. Ils ont même créé les super heures creuses Tesla sur les superchargeurs à 12 centimes le kilowattheure. C'est moitié moins que ce que vous payez à la maison. Entre 3 et 4 heures du matin, non, c'est ça? Non, c'est entre minuit et 4 heures du matin. Ah, j'étais pas loin. Entre minuit et 4 heures du matin. Ouais, mais vous avez aussi un tarif heure creuse à 29 centimes. Ouais. Donc les tarifs sont pas du tout abusifs, ça charge vite. La Tesla 3, elle charge plus vite que le 3008. Le 3008, il est limité à 130 kW. Et moi, pour l'avoir testé, on n'arrive jamais à 130 kW en plus. Donc, aussi bien... Tesla, c'est quoi? C'est 15-20 minutes maintenant, hein, ça va vite. Hein, si on la recharge jusqu'à 80%. Vous récupérez 250 km en un quart d'heure. Franchement, si vous faites des longs trajets, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Tesla garde encore une petite avance sur ça. Donc, pour moi, le choix, là, vous êtes en montagne, vous allez faire de temps en temps des grands trajets. Il ne faut pas hésiter 2 secondes, c'est la Tesla 3 qu'il vous faut. Bam. Surtout que vous avez en plus un 3008, donc si vous prenez le nouveau, vous allez être déçu. À part pour le design de l'intérieur, sur le nouveau qui est vraiment superbe. Oui, il faut s'y faire. Oui, la Tesla complètement dépouillée. Ah oui, ça, effectivement, il faudrait presque arriver à monter l'intérieur du 3008 dans la Tesla et ça serait parfait. Mais bon, malheureusement... c'est vrai que le rapport homme-machine de la Tesla, elle est quand même particulier. C'est vide, hein, c'est très vide. Moi, je suis pas très fan. Il faudrait un afficheur face au conducteur. Bon, ça, peut-être qu'un jour. Sans commodo, c'est vraiment. Ouais, c'est bizarre. Il faut s'y faire. Il faut s'y faire. Mais par contre, pour le reste, non. À l'usage quotidien, ça sera beaucoup mieux. Monsieur Jean-Luc, question et proposition de Stéphane sur la page Facebook. Il faudrait nous donner un moyen mémotechnique pour comparer une conso thermique, Jean-Luc, s'il vous plaît.
par rapport à ce que vous dites sur les kilowattheures? C'est pas compliqué. Pardon. Voilà. On va faire, je vais vous le faire en gros. 1 litre de gasoil, c'est 10 kWh à peu près d'énergie. Voilà. Donc quand on dit sur l'autoroute ça consomme 26 kWh, c'est l'équivalent de 2,6 litres de gasoil au 100 km. Voilà. Donc c'est beaucoup plus économique de rouler, enfin en termes d'énergie consommée, c'est bien plus économique parce que même un diesel très performant, vous serez à 6 litres et demi, 7 litres sur autoroute. Avec un véhicule de même gabarit et de même puissance, là vous êtes à 2 litres et demi. Alors vous voyez, la différence elle est quand même énorme. Et ben voilà, Armand. Merci bien. Je vous en prie, Armand. On vous embrasse fort et on vous souhaite un très bon week-end. Bon choix de voiture. Merci, au revoir. Au revoir. Après, il y a peut-être quand même une différence de prix. Non, mais là, c'est pas lui qui paye. En plus, il ne l'a pas dit. C'est une voiture de fonction. Ah, ok. Mais quand même, il y a quand même aussi une différence. Non, mais de je prix. pense que c'est à peu près. Non, c'est à peu près les mêmes prix. La Tesla 3 est pas si chère que ça, en fait. Ok. Allez, dans quelques instants, on va le retrouver. C'est l'ami François Alain qui est avec nous juste après la pause. Il est avec nous en studio. On le retrouve pour parler des 60 ans, non pas de François Alain, mais de la 204. Et puis de parler d'autres actualités. Avec entre autres Rétroviseur, un magazine qui ressort aussi quelque chose aujourd'hui. Enfin voilà, on va le travailler au corps. Et puis je vous présenterai Louis, qui est un jeune alternant vendeur dans les concessions Peugeot, Citroën, DS, qui est avec nous, qui est un passionné et qui est avec nous en studio. Tiens, on lui demandera pourquoi il a choisi ce métier. À tout de suite. On va parler classique car avec l'ami François Alain qui nous rejoint. Mais juste avant de parler de classique et de vieillerie, on parle de jeunesse. Non, on a un jeune homme avec nous depuis le début de cette émission. Vous savez qu'on aime bien vous recevoir, donc si vous avez envie un jour de venir nous retrouver, vous nous envoyez un mail, jeuxparticipe@sudradio.fr et vous mettez Laurence, Jean-Luc, on aimerait bien venir passer une émission avec vous. Il s'appelle Louis, il a 21 ans. Bonjour Louis. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Merci Laurence de m'accueillir et toute l'équipe de Sud Radio. Et ben voilà, un métier né, il est animateur de radio, il a la voix, il a détendu, naturel. Passionné de voiture, Louis? Exactement, depuis mon plus jeune âge. Aujourd'hui, je suis en alternance en concession automobile, donc je suis vendeur automobile en fait. Et pour quelle marque? Pour DS. Voilà, DS. Ça commence bien. Vendez une DS à François Alain. DS qui fête l'ancienne 70 ans. 70 Exactement, c'est les 70 ans de la DS cette année. Celle d'avant. Oui, celle d'avant, évidemment. Celle que nous avons connue quand nous étions jeunes. Maîtresse, j'ai une question. Pourquoi elle s'est appelée DS, la première DS? Pourquoi elle s'est appelée DS? Parce que je t'avoue qu'en plus ça arrive. Oui. Vous le savez, Jean-Luc? Jean-Luc, tu le sais ou pas? Non. Oui. Alors, vas-y, raconte. Non, je crois. En fait, je le sais pas, c'est ça. Non, mais je dis question. Si vous savez, vous n'hésitez pas, vous nous mettez sur la page Facebook de Sud Radio. Tu le sais, il le sait, Louis le sait. Je ne suis pas sûr, mais en fait, les deux lettres DS, ça s'appelle Distinctive Series, et en fait, ça représente une série distinctive. À l'époque déjà. À l'époque déjà. Et donc c'est pour ça. Oui, ça c'est en fait. Ça c'est la nouvelle marque. Bon, je pense que nous on est on est bon pour la casse. Non, on a le remanufacturing. Je pense qu'il a raison dans le sens où c'est l'appellation de DS actuelle. Oui, mais celle de l'ancienne. Ils ont cherché le nom. La toute première DS, à mon avis, c'était parce que les deux lettres allaient bien par rapport à une DS grecque. Avis à tous les co-animateurs dont Parle Auto qui nous écoutent. Vous pouvez nous appeler au 0800 26 300 300 ou vous nous écrivez ça sur la page Facebook. Si vous savez pourquoi la première DS il y a 70 ans s'est appelée DS, dites-le nous. Louis, avant de passer à l'ami François Alain, pourquoi les métiers, qu'est-ce qui te plaît dans ces métiers de la voiture et en l'occurrence ce métier de vendeur? Alors, tout d'abord, j'ai un papa qui a fait 30 ans de carrière dans l'automobile, dans la vente automobile, donc c'est sûr que j'étais dans un environnement, le week-end j'allais à la concession avec lui, je voyais comment ça se passait, et je me suis orienté vers des études de vente, et en fait j'ai tout de suite adoré le contact client, aider les clients à réaliser leurs projets, que ce soit dans tout secteur. Et étant passionné d'automobile, donc mon choix c'est vite orienté. Très bien. Bon, l'ami François Alain, pourquoi vous avez choisi ce métier? Ce qu'il dit est super intéressant. Pourquoi c'est son métier? Non, ce qu'il dit est super intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où le contact humain est de moins en moins fréquent.
Les gens ne se regardent plus dans le métro, ils sont tous leur casque sur les oreilles, leur téléphone sous le nez. Le casque sur les oreilles. Voilà. Donc c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui le métier de la vente est un métier presque préhistorique entre guillemets, mais je pense que c'est important qu'on ait. Et moi je vois pas comment j'achèterais une voiture sans aller la voir, la toucher, la tester. Et aujourd'hui, alors je sais que je suis à contre-courant, mais aujourd'hui, les gens vont dans les concessions acheter des voitures. Bien sûr. Et puis quand on parle voiture, on dit qu'on est en marche arrière. On dit pas qu'on est à contre-courant. D'accord, bien madame. Voilà. Ça y est, c'est fait. Alors moi j'ai une autre question, François. La Peugeot 204. Pourquoi 204 tiens. Alors. Pourquoi 204 ? Parce qu'en fait, chez Peugeot, ils avaient fait le choix dès les années 30 de faire une numérologie entre guillemets par classe. Donc gamme 100 c'est les toutes petites, gamme 200 c'est un peu au-dessus, 300, 400, bon bref. On va préciser d'ailleurs que le 0 au milieu, au départ, c'était pas pour la manivelle. Eh ben, pas du tout justement. Non, c'était justement pour positionner une série par rapport à la gamme, au niveau de la gamme. En fait, ce qui s'est passé, comme chez Porsche d'ailleurs, c'est qu'au départ chez Peugeot, l'évolution des numéros c'était les projets, le 1, le 2, le 5, le 10, le 40, le 200. Et donc le 201 est arrivé. Voilà, et en fait, on était dans les ans 170 à peu près à la fin des années 20. Et quand on sort la 201, c'est avec la 201 qu'on se dit, et qui est une voiture moderne pour son époque d'ailleurs, qu'on se dit il faut créer une gamme par gabarit. Et c'est né comme ça. C'est pour ça que depuis les années 30, ça va faire bientôt 100 ans, on se retrouve avec effectivement une gamme par rapport à la taille du véhicule, tout simplement. Exactement comme chez Porsche. Chez Porsche, c'était le principe au départ de le projet numéro 42, le projet numéro 180, le projet machin. D'ailleurs, bien malin, celui qui connaît par cœur toutes les dénominations de la 911 par leur numéro de projet. Absolument. Parce que ça va pas dans l'ordre en plus. Non, en plus c'est compliqué après. Exact. Par exemple, 997 est sorti avant 992. Oui. Ou 991. Oui. J'ai une information. Chez Peugeot, il y a la 309 qui est le numéro bizarre dans la gamme. C'est vrai. J'ai une information avant de parler continuer de parler d'anniversaire de la Peugeot 204 et puis également de ce très beau magazine rétroviseur que vous nous avez amené. Le D de DS à l'époque, ce serait probablement l'usage du moteur le plus récent à cette époque-là de Citroën, le moteur série D. D, c'est ce que j'ai susurré tout à l'heure. Ouais. D'accord. Voilà, mais on n'a pas le S. écouté, Laurence, vous ne m'avez pas écouté. Eh bien écoutez, vous savez quoi, cette réponse, vous l'aurez à Rétromobile, puisque là, pour le coup, on aura vraiment, pour fêter les 70 ans de la DS, on aura la vraie réponse, on va poser la question aux gens qui ont créé la marque. Faisons un petit encart vite fait sur Rétro, parce que Rétromobile, c'est, les deux grands salons en France, c'est Rétromobile à Paris au mois de février et Époque Auto à Lyon au mois de novembre. C'est les deux rendez-vous les plus formidables qu'il y a en France. Il y a plein d'autres salons formidables aussi, bien sûr, mais ces deux-là sont les deux plus importants. Et en l'occurrence, cette année, l'affiche de Rétromobile, bien sûr, c'est la DS, parce que c'est les 70 ans. La DS Ballon, parce que c'était un petit concept qui avait été fait à la fin des années 50. Et vous le savez peut-être, elle va être en restauration, parce qu'elle est en restauration au Garac, l'école d'Argenteuil. Qu'on aime beaucoup. Et cette voiture, moi je l'ai vue cette semaine, puisque j'ai eu la chance d'aller cette semaine au Garac. Et franchement, elle va être magnifique. Elle va être au centre de l'exposition thématique qui est vraiment le phare de cette édition de 49e de Rétromobile. L'année prochaine, on fêtera les 50 ans. Enfin, la 50e édition, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et donc cette DS va être au milieu d'autres DS représentatives de l'histoire de cette saga extraordinaire. Et voilà. Et moi, pour ma part, je roulerai en DS au Tour Auto 2025 et ma DS sera aussi présente à Rétromobile sur le stand RMC. Et on aura avec nous pour en parler, puisqu'on fera les 2 heures d'émission en direct du stand Renault sur Rétromobile, on aura François Alain, que vous connaissez bien, qui sera très bien, qui sera avec nous pour parler de tout ça. Donc, il va se passer plein de trucs encore, évidemment, sur le stand Renault, sur le stand Citroën, le stand partout. DS. Il va y avoir plein de choses, parce que je sais aussi que reviennent à nouveau à Rétromobile. Vous voulez pas qu'on revienne à la 204? Oui, c'est vrai. Juste une question à Louis, parce que ils sont bavards comme des filles, ces garçons. Louis, tu aimes les voitures classiques, les classic cars, les Youngtimer, les anciennes? C'est quelque chose qui m'intéresse, mais pas encore totalement. Moi, je suis plus axé nouvelle voiture. Mais même si, faut respecter les vieilles dames. Ça va venir. C'est vrai que ça va venir. Ça viendra. Bon, la 204. Alors, une petite révolution, quand on regarde dans l'historique de Peugeot, la 204, c'est vraiment la grosse nouveauté quand elle est sortie en 1965. Exactement. Parce qu'à l'époque, chez Peugeot, c'était la 404 qui était la voiture phare, qui était d'ailleurs justement la concurrente de la DS, comme quoi il y a toujours des liens. Et en fait, la 204, elle a été imaginée dans ce bureau d'études qui était en pleine révolution, et le terme est exact,
au début des années 60, parce que la voiture a été conçue bien sûr quand même quelques années avant sa sortie. Il y avait un designer qui était Paul Bouveau, que moi j'ai eu la chance de connaître dans les années 90 quand j'ai écrit mon premier bouquin, qui était un gars extraordinaire, d'une humilité, d'un talent incroyable. Et c'est lui et son équipe qui ont dessiné cette voiture en partant d'une feuille blanche. Ensuite, toutes les équipes techniques ont fait une voiture qui était très novatrice. C'est pas Pininfarina, il y a eu un projet Pininfarina quand même. Pininfarina était maqué entre guillemets avec Peugeot, mais Pininfarina mettait souvent sa patte entre guillemets sur un véhicule dont en fait c'était le bureau d'études Peugeot qui avait fabriqué le socle, la base et voire parfois l'essentiel, voire parfois la totalité. C'est lui, hein? Oui, Paul, c'est lui, exact. Voilà, c'est lui qui est à l'origine de la voiture. Voilà, Paul, il est décédé il y a 25 ans pile cette année, et c'était quelqu'un de, voilà, moi j'ai beaucoup d'affection. Ça aurait pu être mon grand-père, mais j'ai beaucoup d'affection pour cet homme qui était, voilà, un talent. Donc fou, dessin made in France. Alors là, pour le coup, traction. Oui. Moteur transversal. Absolument, en alliage. Arbre à cam en tête. C'était frein à disque à l'avance qui était assez nouveau chez 4 Peugeot. 4 indépendante aussi, c'était nouveau chez Peugeot moteur également. En alliage, hein, moteur en alliage. À l'époque, la 404 avait un vieux moteur en fonte, très efficace, mais voilà, un moteur ancien, qui était l'évolution progressive de ce qu'ils faisaient avant. Là, en fait, ils partent vraiment d'une feuille blanche et ils font une voiture totalement nouvelle. Il faut pas oublier, d'ailleurs, c'est ce que Paul Bouveau m'avait expliqué il y a 30 ans quand j'ai écrit ce premier bouquin. Il m'a expliqué qu'en fait, les ingénieurs de chez Peugeot ont été bluffés quand l'Austin Mini est sortie. L'Austin Mini, elle sort en 59, et donc le fait d'avoir une toute petite voiture extrêmement compacte, moteur transversal, qui était lui par contre un vieux moteur, mais qui était un moteur transversal, c'est évidemment ça qui a donné l'idée à la 204. Et la 204, c'est en gros une Mini plus généreuse, plus moderne, mais la base de la Mini a révolutionné effectivement tout ça. Donc, et quand on voit aussi justement les Morris et les Austin qui ont été concurrentes d'ailleurs des 204, c'était des voitures qui étaient effectivement à la fois sympas, avec une technologie qui était plutôt à la pointe. Et il y a 2 voitures qui sortent, qu'on oublie souvent, il y a 2 voitures qui sont sorties la même année que la 204, qui sont hyper importantes aussi. Il y a l'Auto Bianchi Primula, qui était la première petite italienne avec une traction avant, parce que en fait Lancia avait déjà fait de la traction avant, mais dans les petites voitures, c'est Auto Bianchi qui démarre avec la Primula, donc la même année que la 204. Ça valait un peu plus cher qu'une 204, alors que c'était des performances assez comparables, mais à l'époque il y avait les frais de douane et tout ça. Et donc c'est une voiture qui était pas très connue en France, mais vraiment très très sympa aussi. Et puis d'un gabarit légèrement supérieur, il y a la R16. La R16 sort la même année. On adore. Et ouais, la R16, c'est la première voiture à vivre. Je peux dire quelque chose. Je connais quelqu'un qui normalement est un ami, qui a fait un essai R16 il y a pas longtemps. Ça sera l'essai de la semaine pendant Rétromobile, ça sera la R16 TX. Voilà. Et j'avais jamais conduit une R16. La TX. J'ai trouvé ça vraiment bien. Bon, voilà, je vous en dis pas plus. Moi, pas moi qui en avais une, mais mon beau-papa et ma maman en avaient une. Elle était verte, un peu bizarre, mais c'était pas une TX, parce qu'elles sont rares les TX. Il y avait toute une gamme avec différents niveaux de finition. Mais c'était la première berline compacte avec haillons, banquette rabattable, qui pouvait. C'était une voiture très astucieuse en fait, la R16 pour l'époque. Bien sûr, avec glace électrique et tout sur la TX. La 204, pour revenir, on se dit c'est une voiture pépère. N'empêche qu'elle a gagné. Mais elle a gagné beaucoup de rallyes africains. Ça paraît complètement fou quand on regarde le palmarès. D'ailleurs, on se dit mais comment c'est possible? Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement cette voiture qui était techniquement bien née, qui était une petite compacte vraiment bien pensée, Peugeot à l'époque n'avait pas officiellement de service compétition. C'était la période où ça ne les intéressait plus. Ils en ont eu avant, ils en ont eu après, mais à cette époque-là, Peugeot n'avait pas officiellement de service compétition. Donc ils aidaient entre guillemets officieusement certaines écuries, et l'importateur qui s'appelait Marshall, qui était sur l'Afrique de l'Est, donc pays anglophone, lui a fait courir des 204 effectivement à l'Est African Safari, où elles ont plutôt performé, il faut l'avouer. Elles ont été les 6 premières places. Oui, parce que mais ce qui est extraordinaire, c'est que ces rallyes-là, contrairement aux rallyes plus modernes, les voitures devaient être strictement de série. Alors évidemment, quand on a une voiture qui peut être modifiée, on peut faire ce qu'on veut, mais je trouve qu'un rallye dans lequel la voiture doit être strictement de série, c'est pas mal, parce que ça prouve les vraies 24 heures du Mans au tout début. Exactement, ça prouve les vraies qualités du véhicule. Et donc la 204 a été plutôt performante dans plein de domaines. Et puis surtout les petits rallyes, par contre, je pense aux rallyes qui avaient lieu en France, qu'on appellerait aujourd'hui du VHC, mais à l'époque c'était du rallye moderne. En fait, on se retrouve avec une forte proportion de Renault, parce qu'évidemment il y avait la R8, la R12, toutes ces voitures-là qui étaient pratiquement des voitures compétition client qu'on pouvait acheter en
concession, alors que chez Peugeot, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait même rien du tout. Avant l'arrivée de la 104 ZS, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, il y a quelques fous furieux qui ont effectivement développé des 204 avec des moteurs de course. Voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus, il y avait le coupé, le cabriolet, le break. Le coupé s'y prête bien. C'est vrai qu'il est mignon, il est compact, il a un petit look. Moi, j'aime bien. 1 600 000 véhicules. Alors, il y a un article. Ça, c'est génial. Voilà, rétroviseur, super beau magazine. Voilà. Il y a un bel article. On voit même que François, vous avez participé à l'article et qu'il faisait froid ce jour-là. Oui, j'ai le bout du nez tout rouge. Mais je rassure, je n'ai pas abusé de Beaujolais, c'est pas du tout ça. Avec modération. Il faisait un froid de Dieu. Mais en tout cas, c'est un très beau magazine rétroviseur que l'on trouve évidemment. Sinon, il y a cet ouvrage. Oui, il existe encore ? Bien sûr. Oh, mais c'est merveilleux. Et je crois que vous le dédicacerez. Réédité pour l'occasion. Dédicacerez à Rétromobile. Oui, je vais dédicacer à Rétromobile le livre dans plusieurs stands chez Rétroviseur. On redonne les dates de Rétromobile. Février. C'est la première semaine de février. C'est du mercredi au dimanche. Et donc on sera tous là pratiquement toute la semaine là-bas. Il y aura plein d'événements, plein d'animations, plein de conférences. Ça va être évidemment la grand-messe du printemps de l'automobile. De fin de l'hiver, dis donc. Oui, c'est ça. Mais moi je suis positive, donc c'est bientôt le printemps. Allez, merci beaucoup à vous François d'être venu nous retrouver. Vous savez que cette maison est la vôtre également. Merci les amis. On va finir notre rendez-vous avec l'avocat Maître Rémi Jossaume qui va venir nous parler de la fameuse la ZTL, la zone à trafic limité du centre de Paris. Très beau. Et on va parler de la zone à trafic limité, mais pas pour les rats sur Paris. Et attention, ce qui se passe à Paris arrive généralement dans les autres métropoles. Et on en parle avec notre avocat spécialisé en droit routier, Maître Rémi Jossaume. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Rémi qui revient de parmi les morts. Hello Rémi. Ça va mieux Rémi? Ouais, ça va mieux. Ouais. Grosse grippe vous aussi, là, vous a bien abattu. Encore la voix qui déraille un peu, mais bon, il n'y a que la voix qui déraille. Pour un avocat, c'est pas gênant. Non. Alors depuis le 5 novembre, on a dans Paris ce qu'on appelle une ZTL, c'est la zone à trafic limité. Je vous explique rapidement ce que c'est. C'est-à-dire dans le centre de Paris, c'est les premiers 2, 3 et 4e arrondissements. On n'a pas le droit de les traverser. Alors, les grands boulevards ne sont pas concernés, mais on n'a pas le droit de passer. C'est pour limiter le trafic, ça paraît tout à fait logique. Si vous ne faites que passer, vous n'avez pas le droit. Par contre, si vous y restez avec votre voiture, là, vous avez le droit d'y rester. C'est la logique d'aujourd'hui. Mais il faut dire pourquoi. Voilà. C'est fou. Il faut, si jamais vous faites arrêter par quelqu'un, par un policier, il faut dire pourquoi vous êtes là. Voilà, on va demander à Rémi. Alors déjà, légalement, ce truc-là, comment ça tient, Rémi ? Ça tient parce que la mairie de Paris, et en l'espèce la maire de Paris, a une compétence de police municipale sur l'ensemble de la voirie et notamment la voirie intérieure. Donc d'un point de vue purement légal, ça rentre dans son champ de compétences, mais il est vrai néanmoins que le préfet de police qui a laissé faire les 50 km/h sur le périph', s'est associé également à ce projet qui est en vigueur depuis le mois de novembre. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de verbalisation pour le moment, mais surtout, je pense que le plus important, c'est d'expliquer vraiment aux gens qui circulent que la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction. Vous l'avez dit, Jean-Luc, la contrainte, c'est que cette zone ne doit pas être une zone de transit. Mais je vais me faire un peu l'avocat du diable. Ça m'arrive de temps en temps. D'habitude, ça tombe bien. Mais voilà, il y a aujourd'hui des exceptions qui sont listées par cet arrêté municipal dont on n'a pas encore la totalité des modalités de contrôle. Ça va venir en 2025. Mais ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est que dès lors que vous avez comme point de départ ou comme point de destination un lieu dans cette zone et c'est ça qui va être détaillé prochainement, vous devez ou vous pouvez le justifier, il n'y a aucune interdiction de circuler et aucune verbalisation possible. Prenons quelques exemples. Alors j'y travaille, pas de difficulté. Je vais par exemple voir un médecin, pas de difficulté. Je vais voir des proches, des amis, pas de difficulté. Mais surtout, je vais, nous dit l'arrêté, dans un magasin, dans un commerce, pas de difficulté. Bon, donc. Mais comment on justifie ça Je vais voir Laurence Perrault qui vient de déménager dans le quartier. Elle va pas me faire une attestation comme quoi je suis bien passé la voir. Je sous-signais Lolo Perrault.
Voilà, ça reste un peu l'inconnu pour le moment parce que les modalités de mise en œuvre ne sont pas détaillées. Alors, on envisagerait des QR codes comme pendant la période des Jeux Olympiques ou comme une période un peu plus lointaine où on a tous été malades, possiblement, des attestations possiblement, mais très honnêtement. Mais le mec qui va voir sa maîtresse, il pourra pas avoir une attestation. Comment il va faire? Et pourtant, s'il va voir sa maîtresse, il s'arrête. On est d'accord. Mais Jean-Luc, tu fais comme moi, tu dis que tu vas à la réunion de bricolage du BHV et puis c'est bon. Non mais par contre, est-ce que c'est pas simplement, alors attention ce que je vais dire, c'est un peu du marketing ou est-ce qu'ils ont fait pas ça pour faire peur et donc on a quand même beaucoup moins de voitures qui y viennent puisque les commerçants de cette zone-là sont vent debout, ont un chiffre d'affaires qui s'est cassé la figure. Mais parce que Laurence, en fait, c'est le propos qui est le mien, c'est de dire en fait, c'est une forme d'esbrouve derrière. Mais c'est cela. ça, c'est ça. Qu'effectivement, on dit aux gens, vous n'avez pas le droit de circuler, mais quand on regarde dans le détail, à partir du moment, c'est pour ça que je vous dis, je vais me faire l'avocat du diable, où vous savez que vous allez vous y rendre ou que vous allez traverser cette zone, où vous ne voulez pas changer vos habitudes, et ben spontanément, vous allez regarder quel commerce vous pourriez aller visiter ou justifier en cas de contrôle, évidemment. Et c'est pour ça que c'est totalement ubuesque à ce jour de laisser penser que c'est une interdiction absolue et générale de pouvoir y circuler. Donc ne changez pas vos habitudes, simplement anticipez en cas de contrôle la possibilité de justifier pourquoi vous vous rendez dans cette zone-là. Ouais. Bon, parce que c'est 135 € d'amende quand même pour le moment, c'est une contravention de 4e classe donc qui est fixée pour ce type d'infraction. Il y a perte de points évidemment et il n'y a pas d'autres sanctions. Sinon, mais il y a déjà eu des PV, Maître Jossom ? Alors, pas à ma connaissance, encore une fois, parce que les modalités ne sont pas mises en œuvre et il y a une période pédagogique pendant 6 mois, donc on va bientôt y arriver à la fin de cette période et on attend vraiment avec beaucoup d'intention les modalités de contrôle parce que là, pour moi, le casse-tête, il est là. C'est comment on va mobiliser les forces de l'ordre pour contrôler ce type de circulation. Ça me paraît quand même très compliqué. Alors moi, on joue beaucoup sur la dissuasion. Ouais, voilà. J'ai une théorie, je pense que la mairie de Paris a mis ça en place pour chasser les rats de Paris, enfin les surmulots, qui sont très nombreux, vous le savez, parce qu'il y a une étude américaine très sérieuse qui a mis en lumière le fait que les rats adoraient conduire. Alors, ils ne conduisent pas des voitures normales, ils conduisent des petites voitures qu'on leur avait fabriquées, des petites voitures électriques, et les chercheurs se sont rendus compte. Par exemple, ils mettent une friandise. Il y a un parcours à faire pour la friandise. Le rat, il a le choix entre y aller à pied, enfin à pattes, ou y aller en bagnole. Et ben, il prend la bagnole, même si le trajet est plus long, parce qu'il prend du plaisir. Et il prend du plaisir à rouler vite. Et plus les rats prennent l'habitude de prendre les petites voitures, plus ils roulent vite, plus ils deviennent intelligents. Parce que ça développe. Madame Lolo, l'hôpital Sainte-Anne, c'est loin d'ici. Non, mais j'aime beaucoup cette étude, franchement, je trouve ça. Mais de toute façon, le rat est très intelligent. Aiment la bagnole, aiment la vitesse. Donc, pour chasser les rats de Paris, on supprime la voiture et on baisse la vitesse sur le périphérique. Vous voyez jusqu'où ça va, hein? Et on ajoute le critère, la zone critère, etc., là, qui sera automatisée dans quelques mois. Donc, effectivement. Pour ceux qui ont des critères 3, ça va être un vrai problème. Mais on est toujours sur la ZFE Île-de-France, donc à l'intérieur de la 86, pas que Paris là. C'est pas exactement la 86, ça serait trop simple si c'était vraiment que la 86. Il y a des communes qui sont à l'intérieur, comme Vélizy qui veut pas et qui est contre la ZFE. Et à l'intérieur des communes qui sont à l'extérieur de la 86 et qui appliquent la ZFE. C'est bon. Moi, j'habite dans une commune où théoriquement c'est interdit, donc j'ai un parking où j'ai une voiture de collection. Non, mais les voitures de collection, si elle est en plaque, en carte grise de collection, elle n'est pas encore en carte grise de collection. Elle va le devenir, mais pour l'instant, elle l'est pas, donc elle est en carte grise normale. Et à 300 mètres du parking, il y a une autre municipalité qui, elle, autorise. Ce qui veut dire que quand je sors de mon parking, je suis dans l'illégalité pendant 300 mètres. Et 300 mètres plus loin, c'est un peu comme le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière. 300 mètres plus loin, j'ai le droit. Attention, on va préciser, et sous contrôle de Rémi, même si vous stationnez dans une ZFE avec une voiture qui normalement doit pas y être, vous pouvez être verbalisé. On est d'accord, Rémi? Oui, tout à fait. Exactement. Merci beaucoup, Maître Jossom. Merci de ces spécificités. Nous, on vous embrasse. Et continuez de vous soigner. Ouais, continuez de vous soigner. Et d'ailleurs, on va d'ailleurs dire à tous ceux qui ont eu la grippe, là, voilà, continuez de vous soigner et puis bon courage parce qu'elle est vraiment ouf. Merci, l'ami Jean-Luc. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Ah bon? Bah oui. Tant pis pour vous. Merci également à l'ami François Alain d'avoir été avec nous. Merci Louis pour cette première radio avec toi. Et puis on embrasse tous les rats qui nous écoutent parce que c'est des passionnés de voitures. Et les rats aussi. Pardon, les surmulots.
Oui. Et merci à Némi d'avoir été au standard et Anthony d'avoir réalisé cette émission. Allez, les programmes continuent. Il y a plein de bonnes choses cet après-midi, dont un gros truc sur le rugby cet après-midi. Profitez. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.